Alors, on continue avec cette nouvelle partie de la formation dans laquelle nous allons parler de la fiabilité de réseau ou ce qu'on appelle les réseaux fiables. Alors, ça veut dire quoi exactement les réseaux fiables? C'est que vous allez imaginer le jour où vous allez mettre en place un réseau pour une entreprise, il va falloir penser à quelques éléments. On ne va pas pouvoir mettre en place un réseau juste comme ça. Il faut d'abord qu'on pense à des éléments très importants, à des éléments qui rassurent que ce soit le management de l'entreprise ou bien rassurent les utilisateurs ou rassurent tout le monde. Je dis cela parce qu'au moment où vous allez mettre en place un réseau fiable dans une entreprise, vous allez voir que vous allez avoir une dépendance totale de votre réseau. Rappelez-vous ce que vous faites dans toute la journée, dans votre journée de travail. Vous appelez sur Skype, vous appelez sur Teams, vous envoyez des emails, vous faites des vidéoconférences, vous accédez à des fichiers en ligne, vous partagez des fichiers, des dossiers, vous faites des réunions. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'échanger des informations, vous êtes en train d'échanger des données. Et l'échange de données se fait à travers le réseau. C'est que sans réseau, on ne va pas pouvoir avoir un échange fiable et complet de données. C'est ce qui fait que mettre en place un réseau doit quand même respecter des critères très importants qui font que vous serez rassuré à la fin, vous serez rassuré après la mise en place de ce réseau et vous aurez la garantie que ce réseau répondra exactement aux critères que vous mettez en place en matière de disponibilité, tolérance aux pannes, sécurité et qualité de service. Alors, quels sont les 4 critères de fiabilité de réseau qui valident que votre réseau est fiable et il répond à des critères spécifiques en matière de fiabilité? On a les 4 critères les plus connus aujourd'hui qui sont ceux que vous voyez là. On a la tolérance aux pannes, la scalability, la sécurité, et aussi au final on a la partie qualité de service. Scalability, c'est évolutivité, juste pour information, pour la traduction du terme. C'est que imaginez-vous en train de mettre en place un réseau pour une entreprise, pour n'importe quelle taille. Quand on parle de la tolérance aux pannes, il faut comprendre que au moment où vous allez mettre en place un réseau, comme j'ai dit il y a quelques minutes, vous avez une dépendance totale de ce réseau. C'est ce qui fait que toute panne de ces équipements ou des supports doivent être tolérés. C'est ce qui fait que s'il y a une panne d'un routeur, s'il y a une panne d'un switch, s'il y a une panne d'un équipement, s'il y a une panne d'un câble, etc., ça ne doit pas impacter ou impacter vraiment sur un périmètre très restreint le fonctionnement global de votre réseau. Prenons l'exemple ici d'un réseau que vous avez. Le réseau doit tout simplement éviter ce qu'on appelle dans le langage le SPOF. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de ce terme. Le SPOF, les SPOF ne sont jamais tolérés dans un réseau. Alors c'est quoi les SPOF? C'est un terme qui signifie Single Point of Failure. C'est tout simplement un seul point que si ce point-là va tomber, tout le réseau va tomber. Prenons le cas, par exemple, vous allez mettre un switch, vous allez brancher des utilisateurs dessus, un utilisateur, deuxième utilisateur, troisième utilisateur, et puis vous avez une petite box qui vous permettra d'aller sur le net, sur Internet. Alors, vous voyez ici que vous avez 2 SPOF. Vous n'avez pas qu'un seul. Vous avez le switch, c'est un SPOF. Vous imaginez le switch tomber? Il n'y a personne qui va pouvoir aller sur le net. Vous imaginez la box tomber? Personne ne va pouvoir aller sur le net. C'est que là, vous avez un réseau très mauvais en matière de tolérance aux pannes. C'est ce qui fait qu'un réseau comme ça, chez nous, par exemple, ça peut aller, ou pour un utilisateur final ou une très petite entreprise qui n'a pas beaucoup de dépendance de réseau et tout, ça peut aller, c'est pas grave, peut-être, oui, non, on peut l'étudier, mais dans une entreprise de taille importante, une entreprise qui se respecte, il faut surtout pas mettre en place un réseau de cette envergure-là. C'est que tous les points les plus importants sur lesquels il y a un trafic très important qui passe, ils doivent impérativement être redondés, ils doivent impérativement être doublés. Et là, je parle des sorties Internet, par exemple. C'est quand on parle des connexions vers l'extérieur. Par exemple, ici, vous avez des box, il faut mettre 2 box, par exemple, de sortie sur Internet. Ici, vous avez un switch, par exemple, pensez à doubler les switches, etc. Bon, on va avancer dans le cours, on va faire un peu d'architecture, surtout en CCNA2 et CCNA3, où nous allons beaucoup avancer en
matière d'architecture et vous allez voir que concevoir une architecture, c'est pas vraiment un jeu d'enfant comme on peut l'imaginer. Mais bon, ça reste quand même facile, ça reste quand même pas très compliqué, mais il faut prendre en considération surtout la partie tolérance aux pannes et le fait de doubler la totalité des équipements, surtout les plus importants. Par exemple, si vous avez un serveur de production ici et tous les utilisateurs passent par ce serveur de production pour accéder, récupérer des données, etc., bah, ce serveur, il faut le doubler évidemment. Et quand on dit il faut le doubler, attention, c'est pas juste il faut doubler le serveur. Il faut doubler le serveur. Mettez 2 serveurs par exemple, mais les 2 serveurs, il ne faut pas qu'ils soient branchés sur le même switch, parce que si ce switch tombe, bah, les 2 serveurs tombent à la fois. C'est que là, vous avez 2 serveurs redondés, mais qui sont dépendants de même équipement. Attention aussi, ces 2 serveurs-là qui sont redondés, il faut qu'ils soient alimentés électriquement de 2 sources différentes, parce que si les 2 serveurs sont alimentés électriquement de la même source, finalement, s'il y a une coupure d'électricité, vous perdez les 2 serveurs. Vous voyez que il faut penser à doubler tout, faites une redondance totale et parfaite, et que la redondance prenne en considération cet élément, le fait qu'on n'a pas un élément qui est dépendant d'une source précise, par exemple les sources d'électricité, qu'on ne soit pas dépendant d'une seule source d'électricité, et que si on a 2 sources d'électricité différentes par exemple, il faut qu'on fasse en sorte que les équipements qu'on a, un, il va partir sur une source, le deuxième, il va partir sur une source. Par exemple, les données, on va faire en sorte que les données partent sur une box, les deuxièmes parties de données partent sur une deuxième box. Mais aussi, il faut qu'on configure les équipements de telle manière que si on perd celui-là, les données qui sortent d'habitude par ce chemin puissent traverser le deuxième chemin. Vous voyez que dans ce cas-là, on va concevoir une architecture à redondance totale et parfaite, ce qui nous permet d'assurer une meilleure disponibilité des réseaux, une meilleure disponibilité de l'infrastructure, mais aussi une meilleure disponibilité de nos équipements, de nos équipements dans ce réseau-là. Bon, supprimer ça, c'est un peu embêtant, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas grave, on doit le faire. Ok, en tout cas, je ferai le reste après le cours pour laisser toujours une page de cours propre. La deuxième partie la plus importante, c'est l'évolutivité, parce que vous allez mettre en place un réseau, vous êtes une start-up, vous avez 50 salariés, vous avez 80 salariés, quelque chose comme ça. Il faut penser au moment où vous allez mettre en place le réseau que mettre en place un réseau, c'est un investissement, c'est un casse-tête, les équipements coûtent assez cher. On parle de plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d'euros d'investissement pour mettre en place une infrastructure. Et généralement, mettre en place une infrastructure, il ne faut pas la changer chaque 6 mois. Sauf si vous êtes tellement riche et que vous en fichez de l'argent, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut penser à ce que, quand vous mettez en place un réseau, à ce que le réseau réponde à votre besoin. Très bien, ça on est d'accord. À ce que le réseau ne soit pas surdimensionné parce que vous allez gaspiller ou consommer de l'argent sans aucune utilité. Mais par contre, il faut faire attention et faire en sorte que c'est vrai que c'est pas bien de gaspiller de l'argent, c'est vrai que le réseau doit répondre exactement à mon besoin précis, mais imaginons que mon besoin change. C'est qu'au moment où vous allez mettre en place l'infrastructure, il va falloir penser dès le début à une probabilité très importante qui est: est-ce que le besoin va changer dans le temps? Et là, par exemple, le management de l'entreprise peut étudier la possibilité de l'évolution de l'entreprise. Si vous avez commencé il y a 2 ans avec 3 salariés et qu'aujourd'hui vous êtes à 80, il est fort probable que dans 3 ans, vous aurez peut-être 250 salariés et qu'il est fort probable aussi que dans 10 ans, vous serez à 3000 salariés. Est-ce que vous allez à chaque fois que vous embauchez 30 ou 40 ou 50 personnes en plus, remettre en place l'infrastructure à nouveau, changer le routeur, etc. Je ne pense pas que c'est la bonne idée. Prenons l'exemple ici, vous avez le routeur qui est là, tout simplement, ce routeur, je vais le dessiner comme ça, vous avez ce routeur qui est là. Imaginez que si ce routeur, par exemple, ne permet pas l'ajout d'une nouvelle interface ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Au moment où vous allez ajouter un nouvel étage, par exemple, parce que vous avez embauché plus de personnes, vous avez loué un nouvel étage, ce qu'il faut faire, c'est que tout simplement, il faut changer ce routeur, carrément. Il faut changer aussi celui-là, parce que c'est redondé, même si on ne le voit pas très bien ici. Il faut changer les 2 routeurs. Ou les 2 cœurs de réseau. Qu'est-ce que ça signifie cœur de réseau? Qu'est-ce que ça signifie routeur? C'est pas grave, je vous le répète, si vous connaissez pas très bien les termes, il n'y a pas de souci. En avançant dans le cours, vous allez le comprendre. C'est que ces équipements-là, vous allez les changer. Et vous imaginez que au lieu de faire un changement qui fait en sorte que, vous allez acheter ce switch à nouveau, vous n'avez pas le choix, et puis vous allez acheter juste un câble. C'est que, prenons cet exemple-là, on va acheter un switch, on va acheter
un ou deux, par exemple, jarretières optiques. Et câbles optiques ou jarretières ou peu importe, appelez-le comme vous voulez. C'est que là, on parle d'achat d'un switch et de deux jarretières. On va dire n'importe quoi, ça coûte 1000 euros. Et ça coûte peut-être 100 euros grand maximum avec le matériel nécessaire, les SFP, etc. On va dire 100 euros. C'est qu'au final, vous avez déboursé 1100 euros pour mettre en place l'infrastructure, la nouvelle infrastructure. Imaginez que si ces deux routeurs-là ne permettaient pas l'ajout d'une nouvelle interface, parce que les routeurs avaient juste, je vais effacer tout ça, que les routeurs n'avaient que deux interfaces par exemple, une, 2, 3, celui-là il avait 1, 2, 3, il ne permettait pas plus que 3 par exemple. Ce que vous allez faire dans ce cas-là, vous allez acheter encore deux routeurs à nouveau, qui sont théoriquement plus chers que ça. Par exemple, on va dire ils coûtent 1500 chacun. C'est que vous allez acheter deux routeurs à nouveau qui chacun coûtent, je dis n'importe quoi, 1500. 1500 x 2. C'est qu'au final, vous serez à 3000 de plus. Si on va prendre juste un exemple bête comme ça, rapide, vous allez payer peut-être 3000 euros de plus que cette infrastructure qui allait vous coûter juste 1100 euros. C'est que vous allez payer peut-être 2 fois, 3 fois plus d'argent pour mettre en place une nouvelle infrastructure. Là, je parle juste sur le plan financier, parce que c'est tout ce qu'on maîtrise aujourd'hui. On ne connaît pas très bien les notions techniques. En avançant dans le cours, on va les comprendre. Mais aussi, il y a d'autres soucis techniques. Le fait d'avoir des coupures de service, le fait d'avoir plus de travail, le fait d'avoir un changement radical de l'infrastructure. Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, etc. Vous voyez que c'est un très gros casse-tête quand même, le fait de penser à l'évolution de l'entreprise après, si vous n'avez pas pensé à cette partie au début de votre mise en place d'infrastructure. C'est que pensez à ça toujours, l'évolutivité, c'est un élément clé qui vous permettra d'avoir un réseau qui peut grandir avec votre entreprise dans le temps. La troisième partie, c'est la qualité de service. C'est quoi la qualité de service? C'est quelque chose de très avancé dans le réseau, je vais vous l'expliquer très rapidement, histoire juste de comprendre ce terme-là que vous entendez peut-être tous les jours. La qualité de service, dans le sens technique du terme, c'est le fait de savoir gérer le trafic, c'est le fait de savoir prioriser le trafic. L'exemple idéal de la qualité de service, c'est le code de la route. Par exemple, on est dans une route, on a un feu rouge, on s'arrête, on laisse les autres passer. Pourquoi mon feu rouge, il prend par exemple 2 minutes alors que le feu rouge d'en face, il prend 30 secondes? Parce qu'il y a un boulevard de 3-4 positions de l'autre côté. Il ne faut pas le laisser bloquer un bon moment. Par contre, moi, c'est une petite rue du commune qui fait peut-être qu'une voiture passe chaque 30 secondes ou chaque 1 minute. Alors moi, si je reste dans le feu rouge pendant 2 minutes, c'est pas très grave. Par contre, si on bloque un grand boulevard dans le feu rouge pendant 2 minutes, c'est grave. Alors on fait 30 secondes pour eux, 2 minutes pour nous. Imaginez une ambulance qui va passer, on va la prioriser, on va la laisser passer en premier. Imaginez un véhicule de police qui est en intervention urgente, on va le laisser passer en premier. Imaginez, je dis n'importe quoi, le cas des stops, des sens interdits, etc. Bref, vous comprenez ce que je voulais dire, que au final, on fait le code de la route pour faciliter l'échange, pour faciliter le trafic de voitures dans la route. C'est exactement la même chose dans un réseau. On a le code de la route de réseau qui est géré par la qualité de service. Le code de la route de réseau, c'est tout simplement le fait de dire quel trafic doit passer toujours en priorité, quel trafic ne doit pas passer en priorité. Prenons le cas ici, vous avez un téléphone, vous avez un PC. Alors un PC, il envoie un email par exemple, hop, comme ça. Un téléphone, il est en train de parler en même temps, il passe le réseau comme ça, il est en train de parler, je vois pas de téléphone ici, c'est pas grave, un autre téléphone qui est là par exemple. Alors, le téléphone, on est en train de parler. Je dis bonjour, la personne de l'autre côté doit écouter le bonjour. Je dis salut, la personne de l'autre côté doit écouter le salut. On peut pas attendre. Par contre, un mail, si j'envoie un mail, vous allez le recevoir dans 30 secondes, dans 40 secondes, 35 secondes, 50 secondes, vous ne voyez pas vraiment de différence. C'est que dans ce cas-là, par exemple, en prenant un exemple super simple, nous allons faire en sorte que le trafic de la voix sur IP soit prioritaire, parce que la voix sur IP, c'est un trafic temps réel, on appelle ça. Le temps réel, c'est que quand je dis moi salut de ce côté-là, la personne de l'autre côté doit écouter le salut. C'est que vous imaginez la performance de réseau qui est demandée pour que le salut soit pris en compte ou se passe dans les meilleurs délais ou très rapidement vers la destination. C'est ce qui fait que nous allons par exemple mettre des priorités. Priorité numéro 1, la voix. On va dire la voix sur IP ou Voice over IP. Deuxième critère, la vidéo.
par exemple. On va se dire, ok, la vidéo c'est très important. Par contre, les vidéos, s'il y a des soucis, si la vidéo va bloquer un peu, bon, c'est pas la fin du monde non plus, c'est pas grave que si la vidéo mette un peu de temps. Par contre, la voix, elle doit passer en premier. Troisième partie, par exemple, on peut dire data, les données que j'envoie. Après, dans la qualité de service, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, dans la voie, quelle voie je dois passer en priorité. Par exemple, le dernier étage de l'entreprise, c'est l'étage de management. C'est les VIP, c'est les gens qui passent des appels téléphoniques très importants. Alors, je peux le passer, par exemple, voie IP VIP, ça passe en premier. Voie IP user, ou par exemple, entre les utilisateurs de l'entreprise, ça passe en deuxième lieu. Les appels, troisième type d'appel, tout ce qui reste, il passe en troisième lieu. Par exemple, tout ce qui est loisirs ou appels téléphoniques autres que appel téléphonique professionnel. Ça passe en troisième lieu. La même chose pour les vidéos, la même chose pour les datas. Je peux prioriser par exemple le trafic qui va partir sur les serveurs de data center de l'entreprise, parce que sur ces serveurs, on va récupérer ce qu'on appelle le trafic utile. Dans le langage réseau, on dit toujours le trafic utile. Le trafic utile, c'est la donnée de l'entreprise, c'est les données les plus importantes qui circulent dans une entreprise. Prenons le cas d'un hypermarché par exemple. Qu'est-ce qu'il fait circuler comme données plus importantes? C'est par exemple quand vous payez en caisse, les informations de paiement passent au serveur de paiement, par exemple. Ça, c'est données utiles. Par exemple, par contre, vous dites bonjour à votre collègue sur Skype, c'est pas une donnée utile. Ça peut attendre un peu. Vous voyez que ces données-là, on peut les classifier par ordre d'importance, et puis même on peut aller plus loin en allouant de la bande passante, en disant par exemple, je vais allouer, je dis n'importe quoi, 50% de bande passante à la partie voix. Je vais allouer 30% de bande passante à la partie vidéo, je ne vais pas allouer 20% de bande passante à la partie data. Et sur ça, par exemple, je vais prendre que 70% de la bande passante de cette partie-là soit allouée à tel type de trafic, 30% soit alloué au trafic qui part sur Internet. Je peux bloquer aussi des trafics. T'envoies une page vers un site de téléchargement, vers YouTube, vers Facebook, vers Instagram, on peut te bloquer. On peut te bloquer ou ne pas passer en priorité. Vous allez voir que quand vous téléchargez une vidéo sur YouTube ou vous regardez des vidéos sur YouTube, vous aurez des lenteurs. Par contre, pour accéder à un serveur de production, il n'y a pas de lenteur. Il n'y a rien de surprenant. Il y a juste les mécanismes de qualité de service derrière qui fluidifient le trafic en fonction de l'importance de chaque type de trafic. Je pense que vous avez bien compris la partie qualité de service, et puis ça se configure avec des lignes de commande, avec même des logiciels aujourd'hui de qualité de service, etc. Ce n'est pas l'objet de ce cours, mais il faut toujours le savoir. Et la dernière partie, c'est la partie qui parle de la sécurité. Alors, la sécurité, c'est un élément, je pense que tout le monde est d'accord sur l'importance de la sécurité. Tout le monde est d'accord sur la menace que représentent aujourd'hui les attaques, ou que ce soit les menaces internes ou externes, que ce soit l'attaque intentionnée ou l'attaque non intentionnée. Quand on parle de la sécurité, on parle de beaucoup de choses, on parle de beaucoup d'éléments, mais surtout la partie la plus importante de la sécurité. Pourquoi la sécurité ? Pour quelles raisons on fait la sécurité? Il y a ce qu'on appelle le fameux triangle de sécurité, le fameux pyramide de sécurité, ou la fameuse règle de sécurité. Pourquoi on assure finalement la sécurité dans une entreprise, et pour quelles raisons on met en place des mécanismes et des stratégies de sécurité dans une entreprise? C'est pour une simple raison: la sécurité assure tout simplement les trois rôles les plus importants que je vais vous écrire ici. Confidentialité, intégrité et disponibilité. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle de sécurité. La confidentialité, c'est le fait d'assurer que seules les personnes qui doivent accéder à des données spécifiques peuvent y accéder, tout simplement. Je vous envoie un mail, je fais en sorte que vous serez la seule personne qui est capable de lire le mail. Je vous envoie une transaction, un paiement, bref, tout ce que vous voulez. Tous ces éléments-là, on doit faire en sorte qu'ils soient sécurisés, et que seules les personnes en question qui peuvent accéder à ces données-là. Par exemple, prenons un exemple très simple, la confidentialité, on peut l'assurer par des mots de passe, par le chiffrement, par des politiques qui permettent un accès restreint à des données, comme la double authentification.
tous ces mécanismes-là nous permettent d'avoir la confidentialité. C'est pas la sécurité. Attention, c'est un des piliers de la sécurité, la confidentialité. Mais la partie mot de passe et sécurité à l'accès, chiffrement de données, tout ce que vous voulez, ça ne représente qu'un des 3 piliers de la sécurité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la confidentialité. Après, il y a l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait d'assurer que les données n'ont pas été altérées pendant leur transaction. L'exemple le plus simple, hein, j'envoie un virement de 1 000 € et puis finalement je vois 10 000 € perdus de mon compte. Alors comment je peux avoir ça? Je peux avoir ça parce qu'il y avait quelqu'un qui est intervenu au milieu, il a ajouté un petit zéro, il a pris 10 000 € de mon compte au lieu de prendre 1 000 €. Bon, c'est dommage, j'ai perdu 9 000 € de plus, mais comment je dois faire en sorte que cette partie-là soit évitée? Et c'est grâce au mécanisme d'intégrité. Le principal, c'est le hachage, mais il y en a tout un mécanisme. Le but, ce n'est pas de vous les expliquer en détail en avançant dans le cours. Et aussi dans la partie CCNA sécurité, on va parler de ça en détail, mais même dans ce CCNA-là, en avançant par exemple sur la partie SSH, je vous expliquerai ce que c'est le hachage. Mais il y a des mécanismes qui permettent d'être sûr que la donnée qui a été envoyée égale mot par mot, chiffre par chiffre et lettre par lettre à la donnée qui a été reçue et qu'il n'y avait pas d'altération de données au milieu. Et puis, troisième élément de la sécurité, c'est la disponibilité. C'est le fait de garantir d'un accès rapide et fiable aux données pour les utilisateurs autorisés. Et là, quand on parle de la disponibilité, on parle beaucoup plus de tous les mécanismes qu'on met en place pour garantir une disponibilité de réseau. Par exemple, la haute disponibilité ici, la haute disponibilité ici, ou ce qu'on appelait ici la tolérance aux pannes. La tolérance aux pannes, c'est la même chose. On peut dire, vous allez voir dans des bouquins, dans des livres, etc., on parle de mots qui s'appellent la haute disponibilité. Et c'est pareil, la tolérance aux pannes égale la haute disponibilité. C'est que la haute disponibilité et la tolérance aux pannes, c'est un des critères les plus importants de la sécurité qui nous permettent d'avoir la disponibilité ou assurer la disponibilité des données. Par exemple, la sécurité physique est un élément très important de sécurité qui nous permet d'assurer la sécurité de données. Et c'est un élément, j'ai toujours l'habitude de le dire et je vais le redire quand on parle de la sécurité dans un cours détaillé, que la sécurité physique, c'est l'élément le plus négligé, le plus mal géré par les organismes aujourd'hui et c'est ce qui fait que les données, qu'on perde le plus de données. C'est bien de penser à la sécurité, le hachage, la confidentialité, les algorithmes de chiffrement, les accès, mots de passe, double authentification, tout ce que vous souhaitez. Et puis finalement, les serveurs, vous allez les mettre dans un petit coin dans l'entreprise, dans un coin humide, dans un coin où il y a des problèmes d'électricité ou des problèmes de... Peut-être les fenêtres ne se ferment pas ou des choses comme ça. C'est faux. C'est qu'au final, tout ce que vous êtes en train de faire n'a aucun sens. Et puis, par exemple, les contrôles d'accès à l'entreprise ne sont pas suffisamment fiables. On ramène un sous-traitant, on le laisse dans la salle machine et puis on va prendre un café, on va revenir au bureau et on va lui dire si tu as besoin de moi, tu m'appelles, alors qu'il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y a pas de contrôle d'accès à la salle technique. Et la personne, c'est le jackpot. Il est en face les serveurs, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut même sortir le disque carrément et le dupliquer sur sa propre machine. Il faut penser à cette partie-là. La sécurité physique, c'est un des piliers les plus importants qui assure la disponibilité de données, mais aussi tout ce qui est tolérance aux pannes, tout ce qui est redondance, tout ce qui est mécanisme de PRA, tout ce qui est mécanisme de reprise après sinistre, le fait de doubler les data centers, les mettre dans 2 pays différents, dans 2 villes différentes, des choses comme ça, les mécanismes de sauvegarde et de test de restauration, tous ces éléments-là, c'est des piliers, c'est des éléments très importants et c'est des piliers très importants de la sécurité. Parce que quand on parle aussi de la sécurité, il faut faire attention à ce que la sécurité n'est pas que le fameux hacker qui porte un chapeau noir et qui veut attaquer l'entreprise. Non, on parle de sécurité de menaces externes, c'est le fait d'avoir des virus, des chevaux de Troie, des vers, des logiciels d'espions, des logiciels de publicité, des attaques de type Zero Day. Je ne sais pas si vous avez entendu le terme. Zero Day attack, c'est tout simplement une attaque qui vient de sortir du laboratoire. C'est neuf, les mécanismes de sécurité ne la prennent toujours pas en charge, c'est une faille qu'on vient de détecter et puis nous allons pouvoir attaquer et faire des désastres là-dessus parce que les mécanismes de sécurité des entreprises ne sont pas suffisamment fiables pour se mettre face à ce genre d'attaque. Après, il y a les attaques par des nids de service, le fait de bombarder le réseau par des pings ou par des requêtes pour essayer de le tomber, le vol de données, l'usurpation d'identité, tous ces éléments-là constituent des attaques
qu'on connaît, qu'on entend parler. C'est ce qu'on appelle les attaques externes. Sauf que ces attaques, les entreprises généralement se préparent de plus en plus mieux à lutter contre ces attaques via les mécanismes de sécurité, via les éléments qu'ils mettent en place, les équipements, les produits, le respect des règles de sécurité. On va voir quelques-uns en avançant un peu. Mais aussi, il faut faire attention, il y a aussi ce qu'on appelle les menaces internes et surtout les menaces non intentionnées. C'est une personne qui se comporte, je sais pas, qui laisse sa session ouverte, qui n'est pas suffisamment sensibilisée à la sécurité. Le fait d'exploiter la faille humaine, c'est ce qu'on appelle le social engineering. Les gens qui racontent leur vie à l'extérieur de l'entreprise, de tout ce qu'ils ont comme matériel, de tout ce qu'ils ont comme technique, de tout ce qu'ils utilisent comme technologie, etc. Les employés malveillants, des problèmes, je ne sais pas moi, l'utilisation abusive des droits, par exemple, avoir le droit d'administrateur et puis faire tout ce qu'on veut avec, tout cela représente aussi des menaces. C'est qu'il faut que l'entreprise pense à la menace interne parce que, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que l'entreprise met en évidence tout un ensemble de règles de sécurité, tout un ensemble de stratégies de sécurité pour lutter contre les menaces externes, sauf que l'entreprise oublie qu'à l'intérieur de ces sièges, il y a 10 000 personnes qui ont réussi à bypasser déjà tous ces problèmes. Si tu fais un pare-feu, c'est pour lutter contre les attaques qui viennent de l'extérieur, alors que le salarié, il est déjà à l'intérieur, il s'en fiche de ce pare-feu. Quand tu mets des politiques d'accès très strictes à l'entreprise, lui, il s'en fiche, il a le badge, il peut rentrer. Vous voyez que la menace interne constitue aussi un des éléments les plus importants des menaces, et il faut y penser. Et il faut penser à la menace interne qui constitue aujourd'hui une des parties les plus importantes des menaces de sécurité qui existent aujourd'hui. Vous avez entendu parler des termes, le pare-feu, c'est un mécanisme, c'est un équipement ou un mécanisme, ça peut être logiciel comme ça peut être matériel, qu'on met en place pour contrôler le trafic qui rentre à l'intérieur de l'entreprise, mais on a aussi l'IPS qui permet aussi de filtrer le trafic. Toujours, j'ai l'habitude de donner un exemple très fiable là-dessus, la police de frontières et la douane, tout simplement. Prenez ça comme ça. Imaginons qu'une personne vient d'un pays étranger, il arrive à Charles de Gaulle, il arrive à Paris, il va passer ce qu'on appelle la police de frontière. Et la police de frontière, elle va tout simplement dire est-ce que la personne est autorisée à rentrer dans le pays, dans le territoire ou pas. Si la personne, elle a un visa valide, fiable, etc. Bref, il prouve une réservation d'hôtel, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez maintenant en matière de processus d'entrée dans des pays, il va passer. Déjà, la police de frontière constitue une première ligne de sécurité. Très bien, ça permettra de filtrer les gens qui rentrent et qui ne rentrent pas. Sauf que, est-ce que cette personne-là, il porte des bagages dangereux? Est-ce qu'il a une bombe dans sa valise? Est-ce qu'il a des armes? Est-ce qu'il a des choses comme ça? Comment on peut le savoir? La police de frontière n'a pas le moyen de le savoir. Alors, on passe à un deuxième niveau de contrôle, à un deuxième niveau de sécurité, c'est la douane, qui a accès aux bagages, qui peut fouiller la personne, qui peut l'interroger, qui peut rentrer dans plus de détails pour essayer de comprendre à l'intérieur de ces bagages, est-ce qu'il a des éléments dangereux pour la sécurité du pays. C'est exactement la même chose, la douane, c'est l'IPS, c'est Intrusion Prevention System, c'est le système de prévention contre les intrusions. C'est le fait d'inspecter, on a dit bagage, dans le monde de la donnée, on va dire la donnée, on va pas dire bagage. C'est le fait d'inspecter la donnée à l'intérieur et voir est-ce qu'elle porte un virus, est-ce qu'elle porte un cheval de Troie, est-ce qu'elle porte un logiciel malveillant, est-ce qu'elle porte une technique qui permet d'attaquer l'entreprise, etc., etc. C'est que vous voyez, vous avez le pare-feu, vous avez l'IPS et puis vous avez d'autres techniques de sécurité comme par exemple les mécanismes que vous installez dans les machines. Prenons un exemple très simple, vous avez les antivirus, les anti-malware, les anti-spam, vous avez ce qu'on appelle les listes de contrôle d'accès, les ACL, c'est tout simplement des listes qui disent monsieur A il a le droit d'aller à tel endroit, monsieur B il n'a pas le droit, monsieur C il peut faire ça mais il peut pas faire ci, etc., etc. Vous avez par exemple les VPN, c'est le fait d'assurer des connexions sécurisées, des tunnels sécurisés de l'extérieur de l'entreprise vers l'intérieur de l'entreprise. Et comme ça, on est sûr que ces personnes-là qui passent de l'extérieur à l'intérieur traversent un tunnel sécurisé et que ces données-là ne sont pas écoutées par qui que ce soit qui est à l'extérieur. Je pense qu'on va s'arrêter là sur la partie sécurité. Le but c'était juste de vous initier un peu à ces 4 éléments qui sont très très importants et qui vous permettent d'avoir les notions de base de réseau fiable. Un réseau fiable, c'est un réseau qui doit tolérer aux pannes, avoir une haute disponibilité. C'est un réseau qui doit être évolutive, c'est ce qu'on appelle la scalability. C'est un réseau qui doit respecter des mécanismes de qualité de service pour une meilleure gestion de trafic. Et puis un réseau qui doit être aussi
sécurisé. Et la sécurité, c'est un des piliers, c'est représenté par les 3 piliers qui sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.